Nous sommes le vendredi 19 septembre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information matinale sur Canal 7. Ouvrons cette édition avec le Nigeria. C'est la polémique autour de l'effondrement à Lagos de la synagogue Church Hall of Nations dirigée par TB Joshua, l'un des évangélistes les plus connus de la télévision nigérienne. Selon des secouristes, ce dernier et ses fidèles se seraient rendus coupables de boycott lors des opérations de secours mettant en colère le gouvernement sud-africain, lequel entend porter plainte puisque 67 des 80 personnes tuées étaient de nationalité sud-africaine. Compte rendu de Larissa Fall Traoré. L'effondrement vendredi dernier de la synagogue Church of All Nations, dirigée par l'un des plus célèbres téléévangélistes nigérians, a finalement fait 70 morts, dont 67 Sud-Africains selon les secours qui font également état de 131 rescapés. 6 jours après le drame, les recherches dans les décombres devraient s'arrêter. Nous espérons terminer les manœuvres aujourd'hui, peut-être que demain. Jusqu'à présent, nous avons 70 morts et 131 rescapés. Le bâtiment encore en travaux servait d'auberge aux fidèles étrangers du prêcheur. Selon le gouvernement sud-africain, le pasteur et ses fidèles se seraient montrés hostiles aux secouristes, leur refusant l'accès au site durant les 3 premiers jours de l'accident. L'Église ne coopère pas du tout avec les secouristes, a déclaré le porte-parole de l'Agence nationale des secours pour la région du Sud-Ouest, Ibrahim Farinloy, ajoutant que durant les 3 premiers jours après l'accident, les gens de l'Église se sont montrés très hostiles et ont empêché les responsables des secours d'accéder au site. Le téléévangéliste est donc mis en cause pour son manque de coopération avec les secouristes en attendant la vérification de la qualité du matériel de construction de toutes ces bâtisses et l'altitude des avions qui survolaient la zone au moment de l'accident afin d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise ailleurs. Hors de nos frontières, aux États-Unis, la Réserve fédérale américaine a annoncé il y a 2 jours de nouvelles baisses relatives à son soutien à l'économie américaine. Cette décision intervient 2 jours après la réunion du comité politique monétaire de cette institution, laquelle a abouti à la réduction de 10 milliards de dollars mensuels extraits de ces injections de liquidités dans le circuit financier destiné habituellement à fluidifier le crédit et à soutenir les activités. Les détails avec Dina Koussou. À l'issue d'une réunion de 2 jours à Washington, le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale a comme annoncé réduit de 10 milliards de dollars par mois ses injections de liquidités dans le circuit financier. Et c'est au cours d'une conférence de presse que la présidente de la Banque centrale des États-Unis a transmis le message d'orientation monétaire de son institution. La Réserve fédérale a décidé de faire une nouvelle réduction dans le rythme de ses rachats d'actifs. Elle maintient également ses prévisions en ce qui concerne le principal taux directeur de la Réserve fédérale, en affirmant qu'une politique souple en matière de politique monétaire restait à approprier. La Réserve fédérale maintiendra son principal taux directeur proche de 0, son niveau depuis fin 2008, afin de continuer à desserrer les taux du crédit. À l'origine de cette décision, les faiblesses persistantes de l'économie américaine. En ce qui concerne les taux d'intérêt, nous réaffirmons à nouveau nos prévisions puisque nous allons probablement garder notre taux directeur actuel pour une période de temps considérable après la fin du programme de rachat d'actifs, surtout si l'inflation reste en dessous du seuil du but des 2% voulus par la Réserve fédérale sur le long terme et que les attentes à long terme sur l'inflation restent solidement ancrées. La Banque centrale des États-Unis a désormais le choix entre 2 stratégies. Remonter ses taux directeurs très prochainement, éventuellement dès février 2015, à un rythme très étalé. Ou bien attendre plus longtemps, mi-2015, mais en les remontant plus rapidement. Dans tous les cas, l'institution ne devrait pas annoncer de calendrier précis cette semaine, afin d'éviter de créer un vent de panique ou une réaction trop prononcée des investisseurs.
La page culture de cette édition d'information sauve avec l'Ouganda. Malgré le manque d'infrastructures et le financement, le festival de breakdance Ouganda Batolo a pour ambition de sortir les jeunes de la violence des rues et leur faire découvrir leur riche héritage de danse traditionnelle. Roland Diakou nous en parle. Comment faire du neuf avec de l'ancien? Des pas d'afro house et des mouvements de bola ou d'amagunju, un mix pour raviver l'intérêt pour la culture ougandaise. Le festival Batalo attire les jeunes du Kenya, du Congo et même le champion de France de breakdance venu encourager l'initiative. Ils ont ce qu'on appelle l'instinct, le groupe, cette capacité à donner de la vie au mouvement. Après, ce qu'ils n'ont pas, c'est beaucoup de technique. Ils n'ont pas beaucoup de technique. Des jeunes Ougandais pétris de talents qui pourtant ont du mal à s'intéresser aux quelques 40 danses traditionnelles de leur pays, mais à qui ce cocktail moderne traditionnel permet de revisiter cet héritage. Les jeunes abandonnent leur danse traditionnelle parce qu'ils regardent MTV Base et tout ça. Quand ils regardent ça, ils se disent « qu'est-ce que c'est cette frénésie ?» Ils veulent le faire et au final, ils n'apprécient pas ce qu'ils ont. Le gouvernement ougandais ne voit pas l'art comme une priorité. Moins d'1% du budget de l'État y est consacré. Alors les financements privés ont pris le relais pour donner naissance à un projet dont les effets bénéfiques restent sous-évalués. Ça représente beaucoup que des jeunes de la rue s'engagent dans ces genres de choses. C'est un défi afin qu'ils arrêtent de faire les poches des gens et prendre de la drogue. D'après une étude des Nations Unies, l'exportation des biens culturels a augmenté de 12% ces 10 dernières années dans les pays en développement. Il y a donc de fortes chances que l'on retrouve le bola ou la magunju sur les scènes internationales dans les toutes prochaines années. Enfin, une note de sport pour clore cette édition d'information. La première journée de la Ligue des champions européenne a été plutôt réussie pour les Africains qui ont rivalisé de talent, inscrivant de nombreux buts décisifs. De belles prestations qui augurent de lendemain meilleur pour ces Africains qui évoluent au sein des clubs en Champions League européenne. Synthèse de Michel Zoué-Eyi. C'est le festival des joueurs africains cette année en Ligue des Champions, au vu de leurs belles prestations lors de la première journée dans leurs différents clubs. Parmi ces Africains, l'on enregistre Yacine Brahimi, sociétaire du FC Porto, qui a été le premier Algérien à marquer l'histoire de la compétition dès son premier match en inscrivant un triplé mercredi lors de la rencontre qui opposait son club, le FC Porto, au Bate Borisov. Une rencontre qui s'est soldée sur un score parfait de 6-0. L'Algérien Yacine Brahimi, qui reste au centre de l'attention après cette première journée, est l'un des Africains à s'être illustré dès l'entame de cette compétition. Va s'en suivre le beau spectacle offert par l'Ivoirien Gervinho lors de la rencontre AS-Rome CSKA Moscou. Passeur décisif sur l'ouverture du score d'Iturbe, l'Ivoirien Gervinho a marqué le deuxième but de son équipe AS-Rome d'un tir du point de pénalty à la 10e minute. Puis le quatrième but à la 31e minute, accélérant sur l'aile droit avant de repiquer dans l'axe et d'ajuster le gardien. Victoire de 5-1 pour AS-Rome face à CSKA Moscou. Enfin, les joueurs africains ont bouclé en beauté ce festival de la première journée de Ligue des Champions avec le buteur Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant international gabonais a été omniprésent de la victoire du Borussia Dortmund contre Arsenal 2-0. Le premier choc de la première journée qui vient booster les performances des joueurs africains. Voilà qui met un terme à cette édition d'information matinale sur Canal 7. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine. Au revoir et à très bientôt.